Salam alaikum, Azul, bonsoir. En Algérie, la fraude électorale n'est pas seulement systématique, elle est surtout systémique. En ce sens qu'elle procède de la nature profonde du régime. Il est juste impensable d'imaginer seulement que ce régime puisse procéder à des consultations populaires, référendums ou toute autre forme de scrutin sans préparer les résultats à l'avance. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'il y va de sa propre survie. Parce qu'il se sait illégitime, qu'il sait que lui-même est issu de la fraude, parce qu'il sait qu'il est exécré, parce qu'il sait que s'il met en marche un vrai dispositif électoral qui puisse réellement tenir compte de la volonté des électeurs, alors il serait tout aussitôt désavoué, de la façon la plus massive et la plus catégorique qui soit. Sinon, il n'aurait pas procéder de façon systémique à la fraude électorale, cela s'entend. Qui pourrait douter, parmi tous les Algériens, que ce régime ne serait pas éjecté sans l'ombre d'un doute s'il organisait des élections moyennement honorables? Ce serait donc suicidaire pour lui que d'envisager des élections transparentes. Je dirais même, à la limite, que c'est de bonne guerre pour lui que de truquer les élections. La seule fois où il a essayé, parce qu'il pensait avoir tout mis en place pour canaliser, allez, disons naturellement, les voix des gens en sa faveur, c'était lors des législatives de 1991. Il avait tout mis en place pour les remporter. Et quand il se rendit compte que les choses ne s'étaient pas passées comme il le voulait, et même que les gens avaient voté contre lui, alors il annula le processus électoral et déclencha une guerre contre les civils qui se solda par 250 000 de morts. C'est pourquoi ce régime ne prendra plus jamais le risque de laisser les électeurs choisir librement. C'est pourquoi, quelles que soient les conditions et les circonstances, il fera en sorte que le RND et le FLN auront la majorité des voix à eux seuls, sans compter celles qui iront aux autres formations vassales. C'est pourquoi il continuera à désigner le président de la République avant qu'il ne soit dûment élu. C'est pour ça qu'il continuera à désigner qui sera député avant qu'il ne soit élu. Dûment, entre guillemets, bien sûr. Cette fois-ci aussi, pour ces élections législatives, nous allons assister au déploiement des mêmes méthodes. La seule différence est que l'attitude d'abstention, résignée, les Algériens semblent avoir opté pour un boycott militant, pour un boycott actif. Ce qui n'empêchera pas le régime d'aller au bout de sa logique, bien sûr. Parce que, comme je viens de le dire, il n'est pas suicidaire. Et qu'une autre victoire du FLN et du RND ne fait aucun doute. La différence avec ce qui se passe d'habitude, et c'est cela qui inquiète le régime, en plus du boycott, et que de nombreux activistes affirment qu'ils ne se contenteront pas de boycotter et d'appeler au boycott. Ils affirment qu'ils ne reconnaîtront pas ces résultats déjà annoncés et qui vont encore une fois cristalliser un Parlement qui ne représentera pas les Algériens, encore une fois. C'est cela qui fait peur au régime, plus que le boycott lui-même. Il a trop forcé sur la dose.
Et il n'a plus les moyens de manipuler les masses comme il l'a toujours fait par l'anesthésie et la corruption de masse. Sauf qu'une boîte de Pandore a été ouverte, qu'il ne sera plus possible de refermer. Il n'y a qu'à se rendre sur les réseaux sociaux pour avoir une idée du malaise social qui pèse sur tout le pays. L'anesthésie générale dans laquelle les Algériens avaient été plongés à grand renfort de consommation débridée et d'injection de grosses masses monétaires au cœur des couches moyennes commence à se dissiper. Les Algériens découvrent qu'ils sont assis sur une poudrière, qu'il n'y a pas d'État, au sens digne de ce mot, mais une mafiocratie, que les démons de la violence civile peuvent se déchaîner encore à Dieu ne plaise, sans que rien ne puisse les en empêcher. La masse des gens qui jusque-là ne s'intéressaient qu'aux difficiles quotidiens commence à donner des signes de frémissement, une nervosité qui n'augure rien de bon. Il semble qu'un vent de changement souffle sur les esprits. La fraude électorale est là, comme d'habitude. Le bourrage des urnes et le trucage des bulletins se passera comme d'habitude. Il ne faut pas en douter. Et il ne faut pas douter aussi que ces méthodes sont dans le disque dur même, dans la nature même de ce régime, qu'il n'est pas possible pour lui d'en changer parce que, comme je l'ai déjà dit à 2 reprises, ce serait suicidaire pour lui. Aujourd'hui. Le matin d'Algérie, Moussa Ben Hamadi, le FLN, avait cautionné la fraude en 1997 pour l'Algérie. Par la rédaction. Liberté, entre fraude et abstention. Par MH. TSA, Moqdad Sifi confirme la fraude au préfet du RND aux élections de 1997. Par la rédaction. سنة 1997 فيها تحويل أصوات المواطنين اللي هم كانوا الحزب، ولكن احنا بما أن حزب دائما في كما نقولوا بالعامية تاعنا في كتاف الدولة مع الدولة، ولا معليش يشار إلى بعض المسؤولين في الدولة. أنا في رأيي الخاص مسؤول في الدولة ما عندوش يعني ما عندوش دور في تحضير هذه القوائم، ما يسمحش لنفسه باش يدخل في تحضير القوائم، لأن هذا العمل يسمع غير تقريبا غير أخلاقي. Algérie, la fraude électorale systémique. Nous sommes désolés il semble qu'il y ait un petit problème d'éclairage. Ce n'est pas grave, ça va passer. On va prendre un cachet et ça va. Alors, aujourd'hui, j'ai le plaisir donc pour parler de cette fraude systémique, hein, je précise bien, non pas seulement systématique, mais systémique, ça veut dire qu'elle est au cœur même du régime. J'ai le plaisir donc d'accueillir Samir Bouakouir, homme politique algérien. Merci d'être avec nous. Merci Jamaldine pour l'invitation. Nous avions invité Karim Tabou, mais il n'a malheureusement pas été possible de le joindre. Nous aurons avec nous Sofiane Chouiter, juriste résident au Canada, au Québec. Sofiane Chouiter, merci d'être des nôtres. C'est à moi de vous remercier, Jamaldine. Merci beaucoup. Et nous aurons Borhan Messir, ex-fonctionnaire international à la retraite. Borhan Messir, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie, Monsieur Benchinouf. Bonsoir à vous, bonsoir. À tous les téléspectateurs de Maghrébia, aux invités. Merci beaucoup. Samir Bouakouir, donc tout le monde parle de fraude, de trucage, de bourrage des urnes, mais il semble que ce ne soit pas une pratique qui est marginale, qui a été importée, c'est une pratique qui fait, semble-t-il, partie même de ce régime et depuis qu'il existe, depuis l'indépendance du pays. On peut dire que c'est une seconde nature.
hein, effectivement. Et j'ai tendance à dire qu'en Algérie, il y a deux industries qui ont réussi. Hein. C'est l'industrie de la fraude et la corruption. Hein, l'industrie de la corruption. Effectivement, oui, la fraude est consubstantielle au système politique algérien parce qu'il est négateur de la démocratie, de la volonté populaire. Il refuse la souveraineté populaire. Dès lors, évidemment, dès lors qu'il est contraint, et qu'il a été contraint à partir des événements d'octobre 88, qu'il ait été contraint d'aller vers une ouverture, il est obligé de donner le change, donc d'organiser une façade pluraliste, de donner l'illusion qu'il y a une vie politique en Algérie, de donner l'illusion qu'il y a une compétition entre partis politiques et qu'il y a des élections. Évidemment, tout cela, c'est de la poudre aux yeux, nous le savons très bien. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'une élection ? La fraude fraudée, enfin les techniques de fraude, c'est une élection, elle suppose, au-delà de la fraude, pour qu'une élection soit crédible, libre, elle suppose que les conditions de leur tenue, les conditions politiques de leur tenue soient réunies. Qu'est-ce que les conditions politiques ? Les conditions politiques, c'est d'abord les libertés, que les libertés soient respectées, que les citoyens puissent s'organiser, qu'ils puissent manifester, qu'ils puissent se rassembler, sans qu'il y ait répression, qu'ils aient le droit donc de manifester, de s'organiser, que les libertés publiques et démocratiques soient respectées. Voilà ce qui peut garantir dans un pays des élections, la possibilité d'organiser des élections. Et la séparation des pouvoirs. Et la séparation, l'indépendance. Est-ce que c'est une condition ? Absolument, absolument, l'indépendance de la justice. Demain, s'il y a évidemment il arrive que dans des systèmes démocratiques, qu'il y ait des cas de fraude qui sont marginales, mais il y a des recours devant des juridictions qui permettent effectivement à ceux qui sont lésés dans leurs droits d'être établis dans leurs droits. Voilà. Donc la fraude, c'est quelque chose qui est consubstantiel à un système non démocratique, à un système autoritaire, comme c'est le cas de celui de l'Algérie. Aujourd'hui, le régime est contraint d'organiser des élections. À la limite, il se serait bien passé de cela, mais il est contraint parce qu'il y a l'opinion internationale, il y a les partenaires de l'Algérie qui sont là et qui le contraignent effectivement à adopter, du moins formellement, d'adopter, disons, des procédures formelles d'apparence démocratique. Pourquoi, dans ce cas, se sont-ils obligés de... pourquoi ne fait-il pas comme les régimes coréens, ces régimes dictatoriaux intégraux, qui sont relativement honnêtes, qui prennent le pouvoir, ils l'assument de façon brutale, de façon violente, de façon unilatérale, mais ils ne se cachent pas derrière de fausses institutions, fausses façades. Pourquoi le régime algérien ne fait-il pas pareil ? Oui, parce que c'est lié. Nous avons un système assez particulier. La spécificité algérienne, elle réside avant tout, non pas dans sa population, mais elle réside d'abord dans la nature de son système. Nous avons affaire à un système autoritariste, dont la principale source de pouvoir, c'est l'armée, mais l'armée n'exerce pas directement le pouvoir, elle l'exerce par le biais donc de civils, par le biais de civils qu'elle sélectionne elle-même. Et de façade institutionnelle. Elle a une façade institutionnelle. L'Algérie a le rôle, la particularité du système algérien, c'est le rôle important politique qu'ont pris les services de renseignement depuis l'indépendance. La sélection des élites. Parce qu'aujourd'hui, une élection en Algérie, une législative, c'est une sélection des élites. On sélectionne les clientèles du régime. C'est ce qui va se passer là. Avant de les désigner. Voilà, on les sélectionne. Donc c'était mode de sélection, de renouvellement des clientèles du régime. Donc c'est cette particularité. C'est vrai que si l'Algérie n'est pas une dictature franche, ce qu'on appelle une dictature militaire telle qu'on l'a connue dans certains pays, Pinochet ou Franco, etc. Ce qui a rendu d'ailleurs possible les transitions. En Algérie, la transition est d'autant plus compliquée que le processus décisionnel échappe totalement à ce qu'on appelle les institutions du pays. Il y a une telle opacité, on ne sait pas qui décide vraiment, on sait que l'armée, c'est elle qui supporte le régime. Aucun clan ne peut s'imposer aujourd'hui à l'Algérie s'il n'a pas l'appui de l'armée. Et
Et demain, l'armée peut très bien faire tomber un régime et puis mettre, désigner. C'est toujours le cas aujourd'hui. Nous sommes toujours dans la même configuration. D'ailleurs, ces élections qui approchent, pour moi, c'est un non-événement. Enfin, on ne va pas en faire, disons, cette élection, donc au-delà du fait qu'il s'agit de sélectionner donc de nouvelles clientèles, mais elles vont indiquer ce que sera demain l'après-Bouteflika, parce que nous sommes rentrés dans l'après-Bouteflika. Nous sommes bel et bien dans l'après-Bouteflika. Vous nous direz tout à l'heure comment nous y sommes entrés. Sofiane Choueter. Sofiane Choueter, vous êtes avec nous en Skype? Oui, je suis avec vous. Alors, Sofiane Choueter, cette fraude systémique, cette seconde nature, vient de nous dire Samir Bouakwir du régime, est-ce que ça va être tout le temps comme ça, jusqu'à ce que mort s'en suive, mort du régime, j'entends, sinon celle du pays, à Dieu ne plaise, ou est-ce qu'il est possible qu'un jour le peuple algérien puisse retrouver sa souveraineté sur son propre destin? Je pense que moi je suis optimiste, même s'il n'y a pas jusqu'à maintenant des signes d'une ouverture de ce régime, mais un jour ou à l'autre, le peuple va se révolter. Les événements politiques, il suffit un moment déclencheur, comme par exemple printemps arabe, peut déclencher des révoltes. Bon, est-ce que la population, elle est évidemment encadrée par des cadres politiques, par une société civile qui peut encadrer la population lors de la révolte pour conquérir ses droits? Je ne sais pas, mais tout le temps, le peuple, il va s'exploser. J'ai assisté dernièrement, l'ex-président tunisien, il a donné des conférences à Montréal. Lui, il disait que c'était pas printemps arabe, mais c'était des volcans arabes. Et c'est que les peuples, à une période, il y a eu tellement de pression, et un jour, il s'explose. Donc, il est tout à fait normal. Je vais me permettre de vous interrompre, le son est très mauvais. Je reviens à vous dans un moment. Borhan Messir, vous êtes avec nous, Borhan Messir. Oui, je suis là, M. Benchenouf. Borhan Messir, ce système n'a pas d'autre choix que de frauder très vraisemblablement, puisque sinon il se suiciderait. Vous conviendrez avec moi que s'il organisait de vraies élections honnêtes, transparentes, c'est comme si c'était tiré une balle dans la tête, puisque tout le monde le rejetterait ipso facto. Or, est-ce qu'il a le choix de continuer sur cette lancée, j'allais dire, continuer à frauder comme ça à chaque fois et de revoir à chaque fois à la baisse ses propres prétentions, puisque maintenant il se satisfait, lui qui exigeait des 98-99%, maintenant se satisfait des 27, des 28% de participation. Vous savez, dans la vie, pour qu'on ait un choix, il faut qu'il y ait au minimum de propositions et on choisit à partir de cette proposition. Dans l'état actuel, le pouvoir n'a pas d'autre choix, il a un seul choix, donc il fait à sa manière. Mais si vous permettez, pour être un petit peu juste et ne pas être mauvaise langue, personnellement, pour ne pas être mauvaise langue à chaque fois. Vous savez, la fraude, finalement, c'est un phénomène de société. La fraude est partout dans la société algérienne. Nous sommes malheureusement devenus malhonnêtes. Malheureusement, tout ce qui était avant une exception est devenu maintenant une règle. Maintenant, ou l'être César, la règle est devenue exception. La fraude maintenant, que ce soit la fraude ou les mauvaises manières, sont partout dans la société algérienne. Un État, c'est quoi? Un État, c'est un territoire, c'est une population, c'est un pouvoir. Et ce pouvoir ne peut être que l'émanation de la population et de la société. Donc il ne peut pas faire autrement. D'autre part, la nature, maintenant on va parler à un niveau politique, la nature a horreur du vide. Regardez autour de vous, M. Benchenouf. Nous n'avons pas à ce jour, mis à part le fait nous n'avons pas de ministère de l'économie, nous n'avons pas de ministère de la planification pour pouvoir voir où on va aller dans quelques années. Regardez autour de vous le dernier recensement général de la population et de l'habitat. Il date de quand? Il date de l'année 2008. Depuis 2008, énormément de choses ont changé. Beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. Regardez autour de vous également, prenez le
site officiel du ministère de l'Intérieur. Il n'y a aucune rubrique relative au corps électoral. Quand vous prenez par exemple le président de la haute instance indépendante de surveillance des élections qui vous dit que je suis impuissant à vérifier les données qu'on veuille bien me communiquer. Quand vous avez des partis politiques eux-mêmes qui sont dans l'impossibilité de vérifier, ne serait-ce que de contrôler, ne serait-ce que la véracité d'une liste électorale au niveau d'une petite commune. Donc automatiquement, le choix, il se présente de lui-même. La nature a horreur du vide, l'administration ne fait pas également son travail. Prenez la biométrie, ce que je n'arrive pas à comprendre maintenant. L'Algérie est engagée dans la biométrie depuis quelques années. Vous savez, avec cette biométrie, ça vous permet, je vous assure, si elle est bien exploitée, de procéder directement à l'écrasement des doubles inscriptions, à l'effacement des personnes décédées automatiquement. Vous n'avez rien à faire, vous suffit de dire que c'est décédé et automatiquement la personne sort carrément de l'état civil ou bien du fichier électoral, si vous permettez. Donc, quand vous parlez de choix, c'est vrai, quand on a 2, 3, 4 possibilités, 4 trucs à choisir, là, on a plus ou moins le choix. Mais là, le choix, il est de facto. Oui, mais c'est très vrai ce que vous dites. Samir Bouakoui n'est pas d'accord, je lui ai donné la parole tout à l'heure pour vous répondre. Mais sinon, l'un dans l'autre, est-ce que ce système, ce régime peut se permettre une telle fraude et un tel mépris pour sa propre population, puisqu'il fraude quasi ouvertement, il ne s'en cache même plus. Par exemple, tout le monde sait, sans l'ombre d'un doute, que le RND et le FLN à eux seuls auront la majorité simple dans le futur Parlement. Il n'y a aucun doute. C'est dire que la fraude est annoncée avant même que les élections ne commencent. Mais sinon, et la société civile dans tout ça, Brahim Messir? Oui, la société civile aurait dû être un choix, comme vous l'aviez dit tout à l'heure, aurait pu faire des choses qui pourraient changer la situation. Mais je vous ai dit, la société en elle-même, la société algérienne en elle-même est sortie, c'est carrément éloignée des valeurs que nous avions. Vous ne pouvez pas faire quelque chose avec, je sais pas, du néant, vous n'allez pas faire quelque chose avec du néant. Il n'y a plus rien, les gens sont non seulement démobilisés, mais chacun trouve son compte. Je vous dis, tout ce qui est malhonnête, tout ce qui est fraude, tout ce qui est illégal est devenu une règle. Maintenant, l'être faisa, comme on dit chez nous. Donc, qu'attendez-vous d'une société qui non seulement, il faut dire quelque part qu'il n'y a pas un leader, vraiment un bon leader qui puisse la guider, mais une société déjà qui est sur je dirais pas une fausse route, mais sur des fausses routes. Restez avec nous, Brahim Messir. Donc, nous accueillons à présent Karim Tabou, que nous avons pu joindre. Karim Tabou, merci d'être avec nous. Merci, bonsoir c'est Jamal, bonsoir Samir, bonsoir à nos invités. Karim Tabou, nous parlions donc de cette fraude systémique que nous avons qualifiée de systémique, puisqu'elle procède de la nature même de ce régime, dont Samir Bouakoui nous a dit qu'elle est une sorte de seconde nature de ce régime. En fait, est-ce que ça va être toujours comme ça, ad vitam aeternam, comme on dit? Il est systémique. D'ailleurs, dans ce pays, on n'a pas pu faire le tirage au sort convenablement des gens qui devaient se rendre à la Mecque. On n'a pas pu organiser l'examen du bac correctement. On n'a pas pu tenir une assemblée générale de la Fédération du football dans les conditions d'une vraie assemblée. Et voilà, malheureusement, la situation du pays fait que la fraude a dépassé le cadre de la consolidation des chiffres et des résultats. Elle a dépassé, elle a franchi le seuil de la gestion strictement administrative pour devenir une gestion d'une ambiance générale dans la société. Dans un pays où il n'y a pas de liberté, où il n'y a pas de possibilité de tenir des réunions, il n'y a pas de possibilité d'exercer la politique, bien évidemment, l'aboutissement est que l'opinion publique ne peut pas être forgée, ne peut pas se construire, donc ne peut pas s'exprimer. Ajoutez à cela, vous remarquez que tout un dispositif de loi a été mis en place pour créer une espèce de filtre, non seulement pour frauder, mais pour donner des habillages, des conditionnements psychologiques des populations et des partis,
pour que le résultat soit d'une certaine manière intériorisé. L'affaiblissement de la classe politique, des partis, a fait que maintenant l'essentiel de ce qui représente les partis sont dans une logique d'intériorisation du fait et par conséquent, pour une histoire d'existence d'existence sur la scène, et ils acceptent facilement que le jeu soit un jeu de quotas, un jeu de sièges qui sont octroyés par l'administration. Justement, Karim Tabou, vous êtes vous-même, vous faites partie des boycotteurs très actifs. Vous appelez au boycott de ces élections. Mais sinon, pour ce qui est des participationnistes, ceux qui sont en train d'essayer de convaincre qu'ils participent pour la bonne cause et que de toutes les façons, les jeux ne sont pas faits. Comment peut-il convaincre les gens de cela, eux qui savent que ce régime, de toutes les façons, il n'a pas le choix, il n'est pas suicidaire, puisque s'il organisait des élections réellement honnêtes, réellement transparentes, il sait très bien qu'il serait balayé de façon massive. Tout le monde le sait, ça, Karim Tabou. Comment donc ces gens qui participent tentent-ils de nous faire avaler de telles couleuvres, j'allais dire? Enfin, ceux qui participent, ils cherchent à trouver des prétextes et des justificatifs. Les partis politiques, ils ont fait un choix. Je pense dans tout acte politique qu'on accomplit, il y a des moments où on procède par des choix d'options. Dès lors que la classe politique aujourd'hui a intériorisé le fait que son existence dépend des ancrages qu'elle peut avoir dans l'institutionnel, on est devant des partis politiques qui ne cherchent plus à avoir des ancrages populaires. On est dans des partis politiques qui considèrent qu'avoir des sièges à l'Assemblée nationale, avoir des sièges à l'Assemblée populaire de Wilaya, avoir des APC, c'est d'une certaine manière participer dans ce système qui fait que ces institutions sont devenues des lieux de la clientèle, de la répartition de la rente, donc des conforts qui doivent être procurés pour les uns et les autres. Mais d'une manière générale, et je corrige, nous ne sommes pas dans une campagne de boycott actif, nous sommes dans le soutien de la population. Parce que si Jamal, nos deux sorties sur le terrain ont bien apporté la démonstration que le peuple, contrairement à ce qu'on peut penser au sommet de notre analyse, c'est que le peuple algérien, il est politisé, il a conscience. Vous savez, si Jamal, vous vous présentez, vous donnez un prospectus ou une déclaration quelconque aux citoyens, première attitude, moi je vote pas, moi je suis pas d'accord, moi je ne vais pas me laisser entraîner dans ces mensonges. Et quand vous lui expliquez que nous sommes dans une campagne de boycott, il engage avec vous le débat et de toutes les bouches ressort la conclusion suivante. Nous ne sommes pas d'accord, mais malheureusement, il n'y a pas le cadre approprié pour que tous ces gens s'organisent, exercent justement cette colère pour lui donner un prolongement politique. Restez avec nous, Karim Tabou, je reviens à vous dans un moment. J'essaie de répartir un temps soit peu équitablement le temps de parole. Samir Boukil, vous vouliez réagir tout à l'heure à ce que disait Borhan Messir? Alors, deux choses d'abord. D'abord, je suis contre cette espèce de forme de culpabilisation collective. Qui consiste à dire les Algériens sont devenus des fraudeurs, donc la grosse fraude, finalement, bon, c'est tout à fait normal, c'est naturel, il n'y a rien à redire. Je ne l'ai pas entendu dire ça. C'est ce que j'ai compris. Dès lors qu'on dit que tous les Algériens sont des fraudeurs, finalement, le pouvoir n'a pas le choix. Il parlait de perte de valeur. Et qu'on avait, enfin, que le pouvoir algérien est à l'image de la société algérienne. Non, c'est l'inverse. Le pouvoir algérien a tout fait pour casser les ressorts de la société algérienne. La responsabilité, c'est d'abord la responsabilité du pouvoir en place depuis 1962. Donc, cette forme de culpabilisation collective, moi je suis tout à fait opposé à ça, je suis tout à fait contre. Parce qu'elle consiste à mettre sur le même plan des citoyens qui essaient de survivre au quotidien. C'est vrai qu'il y a une perte de valeur quelque part, il y a le lien social s'est distendu. On oblige les Algériens finalement à se débrouiller pour quand on impose à l'Algérien d'aller retirer une espèce d'extrait de naissance moyennant une rémunération, un bachich, etc. C'est que le système contraint la société. Mais la responsabilité, c'est d'abord la responsabilité du pouvoir algérien.
Je ne sais plus qui disait ça, ou c'est Camus ou c'est Hannah Arendt qui disait que le totalitarisme nourrissait tous les vices, effectivement, dans la société. Mais moi, je suis contre cette forme de culpabilisation collective. Ce n'est pas parce qu'il y a des petits fraudeurs qu'on va justifier la grosse corruption. Ce n'est pas parce qu'il y a des petits corrompus que finalement la grosse corruption qui fait scandale, où c'est des milliards qui sont détournés, finalement, bon, c'est dans l'état des choses, c'est normal, c'est à l'image de la société. Bien, bah, écoutez, bon, voilà. On arrive à une situation assez particulière où le scandale ne scandalise plus personne. Tout est banalisé. Mais justement, moi, je m'élève contre cette forme Oui. de banalisation, Oui. hein, parce que c'est un discours qui vient du régime également. On discutait avec eux, oui, la société, elle est comme ça. Bon, c'est la culture, finalement, la culture nationale. Hein, donc, la culture nationale, c'est cela. On nous condamne, finalement, au non-changement. Hein, voilà. Donc, moi, je suis contre une cette forme de résignation, de lassitude. Vous savez, Il y a on dit effectivement. trop d'impôts tue l'impôt. Oui. Et nous assistons à quelque chose d'assez étrange, c'est que trop de scandales ont émoussé l'indignation contre le scandale. Aujourd'hui, un scandale paraît en première page, les gens ne lisent même pas le titre. Alors je ne vous parle pas de l'article. Tellement il y en a, les gens sont débranchés. Parce qu'il y a la banalisation, lorsqu'elle gagne les élites, là, c'est plus dangereux. Mais c'est le cas, voilà. on a l'impression. Voilà, et donc effectivement, la responsabilité appartient aussi aux élites, hein, à ceux qui sont aujourd'hui, ou qui se disent, hein, Voilà, à la qui se pointe, disent. à la pointe du combat pour la démocratisation, de se mobiliser effectivement contre cette situation. Ce n'est pas une fatalité. Hein, ce n'est pas une fatalité. Moi, je considère que tous les peuples du monde se ressemblent. Il n'y a pas, le peuple algérien n'est pas particulièrement plus perméable à ce genre de choses. Non, mais peut-être que en matière de réactivité, tous les peuples ne se ressemblent oui. pas. Alors, peut-être, oui, mais parce qu'il y a des traditions politiques, il y a des pays où des traditions politiques, il y a des traditions historiques, mais nous avons ici également nos traditions historiques, on a fait une révolution quand même. Hein. C'est justement ces traditions qui ont été brisées par un système politique, qui a tout fait pour briser, pour soumettre la société à un ordre, finalement, un ordre délictueux, un ordre qui détruit la société algérienne dans ce qu'elle a de plus essentiel. Voilà. Mais moi, je ne suis pas fataliste, hein, contrairement à certains aujourd'hui qui veulent s'accommoder du scandale. Moi, je ne m'accommode pas du scandale. Voilà. Je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner un exemple très simple. Nous avons passé tout à l'heure une vidéo d'un ancien ministre qui est aujourd'hui porte-parole du FLN ou chargé de la communication, qui dit oui, nous reconnaissons que nous avons accepté la fraude de 1997 de M. Ouihia parce que c'était pour l'intérêt de l'État. Oui. Hein, ça veut dire qu'il le dit sans honte, il le dit franchement, ouvertement, publiquement. Hein, c'est assez caractéristique, effectivement, de cette... Mais c'est complètement absurde, c'est totalement scandaleux. C'est-à-dire que finalement, ce qui apparaît comme étant un viol des consciences, hein, ce n'est pas rien de détourner la voix le bulletin de vote d'un citoyen qui vient choisir voter tel parti ou tel candidat et qui se retrouve finalement voir son bulletin détourné. Mais ça, c'est un crime politique. Comment peut-on à ce point-là banaliser ce type il a fait mieux, il a dit parce que nous sommes un parti du pouvoir. Oui. En substance, il a dit quelque chose comme ça. Oui, hein, mais ils confondent l'intérêt, ils confondent leur intérêt avec l'intérêt national. L'intérêt national, ce n'est pas cela. Hein. Ils confondent leur intérêt particulier, leur intérêt partisan avec l'intérêt national. Non, l'intérêt national, ce n'est pas cela. Hein, l'intérêt national, ce n'est pas de détruire sa société, de détruire les ressorts de sa société, c'est de faire en sorte à ce que sa société se développe et faire en sorte à ce qu'elle ait de véritables institutions, qu'on puisse gagner la bataille du développement. C'est ça l'intérêt national. Mais vous pensez qu'eux, ils puissent être dans une telle démarche? Non, ils ne sont pas du tout dans cette démarche. Bon, c'est l'évidence même. Mais ils ne peuvent pas continuer indéfiniment comme ça à écraser la volonté populaire. Soit il y a un ressaisissement, ou sinon nous allons tout droit vers le chaos. Donc voilà, là il a suffi qu'il y ait une baisse des revenus, hein, on en a parlé une fois dans cette émission, une baisse des revenus pour qu'une panique s'empare du système. Donc c'est vrai que les rapports de force, et là j'en reviens à l'intervention de Karim Tabou,
Le rapport de force n'est pas en faveur des forces qui sont porteuses du changement, de démocratisation. Le système, évidemment, a tout fait pour détruire les partis, pour les affaiblir. Je parle essentiellement des partis qui portent l'idée démocratique. A tout fait pour les affaiblir, pour les casser, pour empêcher les associations de se constituer, par la répression, par la corruption, par l'infiltration. Tout cela est réel. On a voulu domestiquer la société algérienne, casser les instruments qui étaient demain susceptibles de permettre aux Algériens de pouvoir se remobiliser. Donc moi, je ne pense pas que la solution aujourd'hui, moi je ne suis pas dans le débat boycott-participation, moi je considère que c'est un faux débat. C'est un faux débat. Moi je considère qu'il est important déjà au moins de préserver les instruments dont nous avons, quelle que soit leur imperfection, les instruments politiques. Je ne suis pas là pour dire, voilà, attaquer systématiquement le FFS, etc. Non, il y a des insuffisances, mais on a besoin demain d'instruments. Voilà. Qu'est-ce que vous entendez par instrument? D'instruments politiques, de combat, d'instruments d'organisation. Si on veut le changement, il faut bien que les Algériens s'organisent autour d'un certain nombre d'organisations politiques, etc. Si celles-ci font défaut, il faut en créer d'autres. Voilà. Mais bon, il ne s'agit pas aujourd'hui d'aller dans l'autodestruction et puis de dire, bon, voilà, tout est noir. Le rapport de force n'est pas favorable. Aujourd'hui, il s'agit de construire le rapport de force. Le rapport de force peut être construit comment? Il faut le construire. Alors, il y a deux possibilités aujourd'hui en Algérie. Soit on considère qu'il y a une rupture totale. À ce moment-là, il faut organiser l'insurrection, la révolution. Mais bon, la question est là aussi. C'est de dire, voilà, il n'y a plus d'issue, disons, politique, il n'y a plus d'issue institutionnelle, il n'y a plus d'issue démocratique. Bon, elles sont obstruées. À ce moment-là, effectivement, nous sommes dans la dissidence et dans les logiques de type insurrectionnel ou révolutionnaire. Donc il faut assumer ce qu'on dit, le discours, il faut l'assumer. Donc quand on dit qu'il faut absolument rompre de manière brutale, il faut être conséquent et dire, voilà, moi je m'inscris dans une logique, il faut rentrer dans la clandestinité, etc. Moi, aujourd'hui, les partis qui sont conséquents, il y a des partis qui boycottent, d'autres qui participent. Dans les deux cas, c'est une façon de cautionner. Parce que véritablement, si des partis disent, ou des organismes disent, moi je ne veux pas cautionner l'état du pays, le système, il faut s'auto-dissoudre, tout simplement. Il faut s'auto-dissoudre. C'est-à-dire qu'on ne peut pas demander un agrément à un système pour dire qu'après, voilà, donc il faut s'auto-dissoudre. Donc il faut raison garder. Moi je ne suis pas en train de défendre, je considère que les deux options pour moi sont respectables. Même voter je considère que dès lors participer est respectable en l'occurrence, sur les circonstances. Alors, je m'explique bien. Je considère que tout dépend des arguments qu'on avance. Ceux qui considèrent qu'il faut participer pour provoquer le changement, je considère que ces gens sont des marchands d'illusions. Aujourd'hui, s'il s'agit de justifier la participation, c'est pour effectivement permettre d'utiliser peut-être un moment électoral, une récréation, on va dire une récréation électorale, pour s'adresser à la grande masse, pour essayer de mobiliser. Voilà. Maintenant, les partis qui tiennent le discours, qui participent, qui disent que voilà, nous on va s'inscrire, on va essayer de changer le système de l'intérieur, je dis que ces gens-là sont en train de mentir. D'ailleurs, les Algériens le savent. Donc, tout dépend. Moi, je considère qu'il y a des partis, des petits partis même, qui, je prends, je ne sais pas, d'extrême gauche, par exemple, qui présentent une liste, par exemple, et que pour eux, ce qui est important, c'est d'avoir une voix qui leur permette disons, de répercuter, de poser les grands problèmes des pays. Et nous allons poser la question à Sofiane Choueter, en espérant que la voix est plus audible. Sofiane Choueter. Oui, Jamal. Alors, on est donc entré dans cette fameuse discussion, boycotter, participer. Personnellement, comment voyez-vous les choses? Écoute, Jamal, la plus grande erreur de la classe politique, c'est à partir de 1995, à mon avis, où elle a accepté la normalisation d'un régime putschiste, un pouvoir qui usait avec des institutions usées d'un putsch de janvier 1995. Et maintenant, on est dans la voie de la banalisation ou de la normalisation de la fraude et de l'illégalité. Donc, je pense que le plus important, c'est que les réelles forces politiques pour le changement
de s'organiser vers une nouvelle structure d'une résistance pacifique et civique pour la fin de ce régime. Parce que le vrai problème, c'est la légitimité de ce régime et la source du pouvoir. Est-ce que c'est le peuple qui est la source du pouvoir ou c'est un autre organe, c'est l'armée qui est la source du pouvoir? C'est à nous de décider. Est-ce qu'on accepte que c'est l'armée qui reste la seule source du pouvoir ou c'est le peuple? Donc si le peuple veut effectivement reconquérir ou conquérir ses droits et ses libertés, il n'a qu'à s'organiser par une élite qui croit vraiment à la résistance et de commencer le travail. Ça va prendre peut-être des années, 5 ans, 10 ans. Les peuples, ils ont passé par là. Le Chili, 10 ans de lutte. Beaucoup de pays et des peuples, ils ont vécu dans des luttes pour la conquête de leurs droits. Donc, c'est à partir de moment. Bon, discuter de voter, pourquoi voter? Sofiane Choueter, vous parlez comme si le peuple, vous parlez du peuple, comme s'il était une entité organisée, capable de se consulter, de décider d'une voie à prendre, de désigner ces leaders qui vont le représenter dans des négociations. Or, il n'en est rien, justement. Le régime a fait le désert politique sur la place publique et s'il peut se permettre autant de latitude, c'est parce que, justement, le peuple n'a plus droit au chapitre. Mais je pense que c'est l'élite, s'il y a même une minorité, une petite minorité, hein, tu vois, ça va changer la mentalité des gens. Donc le peuple se retrouve devant une élite qui est véritablement avec un discours radical, pas violent, mais radical vis-à-vis du pouvoir, avec des slogans, avec une terminologie nouvelle de résistance, de boycott, de désobéissance. Et qui croit effectivement, comme l'a dit Samir Bouakoui tout à l'heure, d'assumer le choix de se battre avec ce pouvoir. Il y aura des conséquences tout à fait normales. L'oppression, d'ailleurs on est opprimé par le peuple, par le pouvoir algérien, donc ça ne va pas changer complètement. Mais et le peuple, avec le temps, il va adhérer avec un mouvement réel et radical vis-à-vis du pouvoir. Donc il est temps à l'élite qui croit effectivement de mettre fin à ce régime, de s'organiser vers une nouvelle structure et de commencer le travail, de commencer par une littérature, enfin pour la diffusion de slogans, d'un discours radical et de résistance vis-à-vis du pouvoir algérien. C'est le seul moyen, Jamal el-Din, pour qu'on essaye de reconquérir nos droits. Parce que sinon, on reste dans un cercle vicieux, voter, boycotter, dans des institutions qui ne sont pas légitimes, usées d'un putsch de janvier 92. Et jusqu'à quand, on ne sait pas, que ce soit le chaos. Non. Et je pense qu'il est temps, de se mettre et de réfléchir. Sofiane Choueter, vous qui vivez au Canada, comment a-t-on pu, chez nous, arriver à un point de résignation où on accepte la fraude, où à la limite, n'est pas plus tellement choquante, où elle fait partie du décor, j'allais dire, des mœurs politiques, sans plus. Hein, j'imagine que dans d'autres pays, le quart, le dixième, le centième de telles pratiques aurait suscité un tollé, une réaction. C'est impensable. Mais écoute, Jamal el-Din, comme je t'ai dit, que la plus grande erreur, c'est qu'on a accepté, les classes politiques ont accepté la normalisation avec ce régime. À partir de 1995, il y a eu des élections, des truqués, des élections présidentielles qui a lu le général Yamin Zerouel, puis les amendements à la Constitution en 96, création du Conseil de la Nation, etc., les lois électorales, lois sur les partis politiques. Et toute la classe politique, elle a accepté d'une manière ou d'une autre de se soumettre à un régime illégitime. Elle a participé d'une manière ou d'une autre dans toutes les institutions qui ne sont pas légitimes, qui sont usées d'un putsch, tu vois. Donc c'est la classe politique aussi qui a participé d'une manière ou d'une autre à la normalisation de la fraude. Il ne faut pas aussi oublier que le rêve de l'impunité, de non-respect de droit qui a été codifié, légalisé par la charte, par exemple par la charte pour la paix et la réconciliation, a été aussi adopté et accepté par une quasi-majorité, pas par tous, mais une quasi-majorité des classes politiques. Et le peuple se retrouve seul, pas
vraiment encadré. C'est tout à fait normal. Restez avec nous, Sian Schweiter. Burhan Messir, alors, maintenant, à votre avis, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire, de continuer à accepter? Aujourd'hui, par exemple, ce régime est disposé, déterminé à continuer dans ces mêmes méthodes. Nous allons encore une fois avoir un Parlement élu peut-être à 15 ou 20% dans la fraude, dans le bourrage des urnes. Et une fois élu, entre guillemets, ça va passer comme une lettre à la poste et il en aura encore pour une législature et personne ne va plus en parler une fois les élections passées. À votre avis? La réponse est dans votre question. Ça va continuer comme ça l'a toujours été. Parce que qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut qu'il y ait un grand travail qui doit se faire au niveau de la société civile. Tout à l'heure, on parlait l'un de vos invités parlait de la reconstruction du rapport de force. Il passe par là. Il faut faire un grand travail au niveau de la société civile. Il y a beaucoup de mentalités à changer et ça va prendre des années. Ça ne va pas se décider du jour au lendemain. Ça va encore prendre des années. Il faut que ce soit une approche sérieuse. Tout à l'heure, quand j'ai parlé du pouvoir, ce pouvoir, il n'est pas venu de la planète Mars. Il n'est pas tombé du ciel. Il n'est pas venu de nulle part. Ce sont des Algériens, qu'on le veuille ou non. Moi, j'essaie sans défendre personne, j'essaie de ne pas faire de séparation en tel ou tel. C'est vrai qu'il y a des gens bien, il y a des gens mauvais. Mais ce pouvoir vient de la société. Et croyez-moi, la société a énormément changé. Les mentalités ont énormément changé. Laissez-moi vous donner un petit exemple. Vous savez que pour cette opération d'encadrement des centres et bureaux de vote, il va y avoir 500 000 agents qui vont être choisis, entre guillemets. Vous savez combien il y a eu de demandes? Il y a eu plus de 1 million de demandes. Et ces 1 million de demandes, vous croyez que ces gens-là sont là pour contrôler? Parce qu'il y a une indemnité de 4 000 dinars, il y a une indemnité pour 6 000 dinars pour les chefs de centre. Vous savez, il y a énormément de choses à faire et ça commence par là. Vous m'avez dit il y a 20 millions de demandes? Non, 1 million de demandes pour 500 000 pour choisir 500 000 agents. Oui, 1 million de demandes. Hein. Eh bien, oui, mais je vous dirais, à la limite, c'est une attitude de légitime défense. Les gens ont besoin de mettre un peu de beurre sur les épinards, pour reprendre la formule. Quand on arrive à réfléchir comme ça, donc il y a beaucoup de travail qui attend. Il y a beaucoup de travail qui attend. Il y a beaucoup de travail qui attend encore. Mais sinon, Burhan Messir, d'après vous, ça va se passer comment après les élections, une fois que ce Parlement aura été élu, investi, installé? Les choses vont continuer le plus normalement du monde. Il y a un échéancier à suivre maintenant parce que 2017 c'est une année électorale parce qu'il va y avoir 2 élections. Vous avez une élection nationale et une élection locale entre les APC et les APW durant le mois d'octobre ou novembre, je ne me rappelle pas de la date. Il y a un échéancier à suivre jusqu'à l'année 2019, c'est clair maintenant. Parce que regardez la mandature, la dernière mandature, celle qui est actuellement en activité parce qu'on ne connaît même pas où ils sont partis les députés. Il n'y a aucun projet de loi qui a émané de l'Assemblée populaire nationale. Donc ça va continuer comme ça a été le cas depuis maintenant quelques temps. Merci, Burhan Messir. Restez avec nous. Karim Tabou, je présume que vous avez bien des commentaires à faire. Karim Tabou? Oui. Est-ce que vous avez des commentaires à faire sur ce qu'ont dit nos invités? Oui, quand j'évoquais la responsabilité des partis politiques et surtout de la rupture, ce n'est pas seulement une rupture avec ces appareils, mais avec ces pratiques. Dès lors que ces partis politiques, ils ont intégré et ils ont admis que les sièges se donnent et qu'ils n'attendent pas des mandatements populaires, et d'ailleurs qu'ils soient l'UFFS ou l'URCD, les autres partis, on ne fait plus la différence. Et ces partis-là, ils ont, dans leur façon de concevoir la gestion de leur rapport avec la société, mais surtout de leur rapport avec le pouvoir, vous interrogez les partis politiques, ce qui est condamnable, c'est pas qu'ils n'arrivent pas à produire l'argument de la participation, ils ne trouvent pas de l'intérêt, ils ne trouvent pas de l'obligation. Un parti politique qui ne sent plus l'obligation d'expliquer à l'opinion publique pourquoi il participe, et il est assuré d'un quota de sièges, et il se suffit justement de devenir une boîte qui offre ses services
et qui ne s'indigne devant rien et qui ne conteste rien. Bien au contraire, elle passe son temps à faire preuve de bonne conduite vis-à-vis de l'administration, vis-à-vis du pouvoir. Ça pose un problème de classe politique. Donc la rupture, c'est la rupture avec ses méthodes, c'est la rupture avec ses mentalités. Et d'une manière inévitable, la société va par elle-même sécréter ses propres codes, ses propres systèmes, ses propres militants, son propre encadrement. Ce qui pose problème, c'est que dans l'absence du rôle effectif de l'élite des militants, ça peut aller dans tous les sens et ça peut déboucher sur des mouvements qui vont être incontrôlables. Donc aujourd'hui, la suite est que, excuse-moi, j'aimerais être un peu grave dans mon propos. Ces partis politiques ne vont plus avoir des groupes parlementaires à l'intérieur de l'Assemblée. C'est le pouvoir lui-même qui va avoir ses propres groupes parlementaires dans les partis. Et c'est admis même la façon les partis politiques ils élaborent leur liste. Assez souvent, ça passe par le seul critère, avoir de bonnes relations avec Saïd, avoir de bonnes relations avec tel responsable, avoir de bonnes relations avec tel cercle. Voilà comment ça se passe. Mais Karim Tabou, au sein du FFS, au sein du RCD, au sein des partis de la mouvance islamiste. Karim Tabou, tout le monde parle de ces fameux quotas, mais personne ne sait comment ça se passe. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu? Non, d'abord, c'est Jamel, il y a un problème de fond. Vous avez une classe politique qui est en décalage horaire avec les enjeux de cette élection. Vous avez un pouvoir qui considère que l'essentiel étant de préparer les conditions de la gestion de l'après-Bouteflika. Vous avez de l'autre côté, donc qui est porté sur l'élection de l'après, du coup d'après, et vous avez d'un côté les partis politiques qui se suffisent de servir de décor. On aura, si jamais, une élection unique, et quand on parle de rapport de force, il y a quand même devant l'histoire la nécessité de prendre acte avec l'histoire. Quand vous voyez le climat général et surtout la façon dont le pouvoir est en train de présenter cette élection, il y a une haute instance de surveillance des élections qui est constitutionnelle, tous les partis politiques participent et il y a une répartition équitable du temps de parole, le temps de la campagne électorale. Il va y avoir des observateurs qui vont venir autant de l'unité africaine que de la Ligue arabe que de l'Union européenne et finalement, ces partis politiques vont devant l'histoire se rendre complices d'un moment qui va être inscrit dans les annales de l'histoire comme étant des actes de complicité avec le pouvoir. Par contre, dire non, assumer une position, ce n'est pas accepter le jeu dans sa globalité, tout simplement souscrire dans la logique citoyenne, parce qu'aujourd'hui les citoyens, vous savez Samir, quand vous êtes dans un pays où les gens ne font pas confiance à l'infirmier scolaire pour faire les vaccins à ses enfants, il faut prendre acte, il faut décoder cela, il faut décrypter cette situation. On est dans une logique où les partis politiques ne cherchent plus à avoir des ancrages populaires, ils sont orientés, c'est un choix, c'est une option, libre à eux de prendre cette option, mais je pense que l'histoire doit mettre des mises en demeure. Et ils ont pris l'option de chercher des ancrages dans les institutions. Ils considèrent que le peuple n'a plus la force, donc ne mandate plus, et il n'a pas sa parole. Ils ont fait le choix. Donc Karim Tabou, vous n'aurez pas le temps de me répondre sur ces quotas, mais en moins d'une minute, dites-moi si cette fois-ci encore, la fraude va sévir, le Parlement va être investi et il ne se passera rien après. Mais très vite, s'il vous plaît. Vous savez, les partis politiques sont les premiers à accepter le fait que chacun, il pense qu'il est cinquième dans la répartition des sièges. Vous avez les islamistes qui pensent que dans leurs deux sous-groupes qu'ils ont créés, ils pensent qu'ils vont être quatrième. Le FFS avec le RCD, ils sont en train de dire qu'on aura au moins 25 à 30 sièges. Et puis, il y a une répartition, j'allais dire, par un phénomène de suggestion. Le pouvoir laisse les partis politiques se suggérer à eux-mêmes un rôle et je pense que le pouvoir fait une bonne répartition des rôles. Merci Karim Tabou. Alors vous vouliez intervenir en moins d'une minute? Oui, non, mais en moins d'une minute, mais de dire quand même quelque chose. Moi, je ne mettrais pas autant d'énergie disons, à m'attaquer aux partis politiques. C'est inefficace, ça ne sert à rien.
Je pense que ce qui est important aujourd'hui, c'est d'être constructif. Constructif dans quel sens? C'est-à-dire qu'il faut se dire dans quelle séquence on est, quelles sont les forces en présence, quels sont les rapports de force en présence, et de poser les bonnes questions. Comment faire en sorte à ce qu'on puisse demain réorganiser cette population, puisque tous les intervenants ont insisté sur le fait qu'il faut remobiliser la société, permettre un réengagement politique. Voilà la véritable question. Quand l'on participe ou qu'on le boycotte, il faut avoir dans cet esprit-là, effectivement, la remobilisation de la société. Parce que la force du système, justement, on en a parlé dès le départ, c'est de jouer sur le désengagement de la société, le désengagement citoyen. Maintenant, juste, je ne voudrais pas polémiquer avec Karim, que j'apprécie bien, mais les quotas ont prévalu également en 2012. On n'est pas à la première élection où il y a eu la fraude. Oui. Bon, je rappelle quand même que... Mais il n'y a pas que il y a aussi de vrais élus dans les élections algériennes. Voilà. Ils sont minoritaires, mais c'est de vrais élus. Absolument. Je pense que voilà. Donc il ne s'agit pas. Mais on est arrivé malheureusement. Non, mais c'est juste un petit mot très amical à Karim, en lui disant la chose suivante, c'est que même en 2012, il y a eu la fraude de toutes les façons. Il n'y a pas eu d'élection véritablement libre en Algérie. Ça ne l'a pas empêché d'être candidat, d'être élu et de siéger dans un parlement croupion. Nous arrivons à la fin de cette émission. Moi si j'ai quelque chose à dire, c'est que je ne suis pas d'accord avec vous. Quand on participe à une élection dont on sait à l'avance qu'elle est truquée, dont on sait à l'avance qui seront les grands gagnants, on ne peut pas trouver de justificatif. Jamaldine, il faut toujours offrir des alternatives. Moi, je suis très concret. Je suis contre. Alors, nous avons connu une expérience en 91, c'était l'insurrection en 92, l'insurrection militaire, l'insurrection violente. Voilà les résultats qu'elle a donnés. Moi, je ne suis pas partisan de la violence. Nous en parlerons la prochaine fois. Je suis partisan de la lutte politique démocratique. Que l'on participe. Nous avons largement dépassé le temps, donc je m'excuse de ne pas revenir sur nos autres invités. Merci beaucoup à mes invités, Samir Bouakwir, Karim Tabou, Soufiane Choueter, Borhan Messir et vous, mes chers amis téléspectateurs. Bqaw ala khair b'salama.